Christophe De Vogt, vous qui enseignez la rhétorique politique, c'est quoi cette nouvelle rhétorique politique, comme ça, très rentre-dedans, qui dit « moi je vais régler les problèmes ». C'est une rhétorique qui, évidemment, est une rhétorique qui s'oppose à l'autre, celle de l'establishment. Moi, je crois que Trump, c'est l'homme qui dit parfaitement ce que j'appelle l'énoncé populiste élémentaire. C'est quoi l'énoncé populiste élémentaire? C'est nos élites ont trahi le peuple. Nos élites ont trahi le peuple. Vous l'avez entendu là très clairement, l'establishment. Ils ont trahi le peuple au profit de leurs intérêts sans scrupules, au profit d'une mondialisation sans contrôle et au profit d'une immigration sans limite. Et ce que j'appelle cet énoncé, pourquoi je l'appelle l'énoncé populiste élémentaire, parce que vous le retrouvez, là, ce cœur-là, rhétorique, vous pouvez mettre Marine Le Pen, Wilders, les partis polonais, les démocrates suédois, le Parti populaire danois, c'est vraiment ce cœur-là, rhétorique, anti-establishment, contre l'immigration, aux États-Unis, c'est plutôt la mondialisation. Vous savez que Trump, notamment, a aussi des aspects de gauche. Gilles Finkelstein en parlait un petit peu, vous en parliez aussi. Lorsqu'il demande, par exemple, qu'on augmente les impôts pour les plus riches, ça, c'est pas du tout réganien. Reagan, c'est la baisse des impôts. Lorsqu'il demande qu'on relocalise la production aux États-Unis, ça, c'est un thème qu'on retrouve aussi en Europe. La relocalisation, vous savez, il a dit il faut qu'Apple refabrique ses téléphones aux États-Unis. Et ça parle à qui? Eh bien, à l'électorat, au cœur de l'électorat populiste, ce cœur rhétorique et ce cœur idéologique, qui est le même aussi en France, aux Pays-Bas, aux États-Unis, c'est-à-dire les Blancs en difficulté, le petit Blanc en difficulté, qui est le cœur électoral, et qui, ouvrier, petit employé, qui a été le plus touché par le chômage et les délocalisations. Mais là, on peut lui dire n'importe quoi quand il dit « je vais construire un mur tout le long de la frontière sud et c'est les Mexicains qui le paieront ». Qui peut croire ça? Mais si, il l'explique très très bien dans son livre que vous pouvez trouver à Paris, même chez Smith, dans Crippled. Il explique très très bien comment il fera. D'abord, avec les mesures qu'il prône, beaucoup de personnes en situation illégale retourneront d'elles-mêmes chez elles. Deuxièmement, il y a des moyens. C'est de confisquer, par exemple, de demander au gouvernement mexicain de collaborer, notamment sur vous savez qu'il y a tous ces trafics d'armes entre le Mexique et les États-Unis et les trafics de drogue. Bon, il peut là les mettre au pas. Il peut donc exiger il peut ériger des sanctions contre le gouvernement mexicain, qui, il faut le reconnaître, ne fait pas sa part du travail. Et le gouvernement mexicain, c'est vrai, n'envoie pas les meilleurs de ses citoyens aux États-Unis. Il faut reconnaître que la plupart du temps, il y a effectivement une forte proportion de gens qui sont tombés dans la délinquance, et ce sont même des délinquants très, très graves. Donc, et puis il y a eu un crime crapuleux, abominable aux États-Unis, près de San Francisco l'été dernier, quand il a prononcé ce discours. Les gens y croient parce que ce sont des faits. Ce sont pas des plans qu'ils tirent comme ça sur la comète. Ce sont des faits. Et ils n'ont pas de raison de douter du Donald, parce que jusque-là, il a tout le temps assuré, dans tout ce qu'il a entrepris, il a assuré. Donc pourquoi est-ce que là, il n'assurerait pas aussi? Gilles Finkelstein? J'aurais aussi à reprendre quelque chose que vous avez dit tout à l'heure sur le Parti républicain. Je poursuis, puis vous reprendrez. Je ne pense pas que ça tiendra pendant un an avec des propositions de ce type, ou qui puissent être élus, et d'ailleurs je le souhaite, avec des propositions de ce type. Je voudrais prolonger ce que disait Christophe De Vogt sur le populisme, parce que ce qui est intéressant dans ce qu'on a vu avec ce clip, c'est que on voit la construction des différents idéotypes du populisme, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. D'abord, la violence du ton. Le populisme, c'est un style, c'est pas seulement avoir le verbe haut, c'est avoir le verbe dur. C'est ne pas hésiter sur les attaques, y compris les attaques ad hominem. Le populisme, aux États-Unis comme en Europe, c'est toujours l'opposition entre le peuple et les élites, une espèce de peuple mythifié qui aurait une unité. Là aussi, on voit exactement la même chose. Et le populisme, c'est toujours la construction d'un bouc émissaire. Le bouc émissaire, là, on l'a vu, c'est le musulman, c'est le Mexicain. Et donc, à chaque populisme, son bouc émissaire, mais pour chaque populisme, il y a toujours
toujours les mêmes mécaniques qui sont à l'œuvre. Donald Trump, avant même d'être candidat à la présidence, avait inspiré à Tom Cruise l'interprétation d'un de ses personnages dans un film qui s'appelle Tonnerre sous les tropiques. Tom Cruise y est méconnaissable, vous allez le voir, il a des lunettes, c'est à peine si on le reconnaît, mais pour jouer le producteur hollywoodien que vous allez voir, il s'est inspiré, il l'a dit, de Donald Trump. Et là, dans la scène qu'on va voir, il apprend que la star de son film vient d'être enlevée par des trafiquants dans un pays asiatique. Et voilà comment réagit Tom Cruise qui joue Donald Trump. This is Last Grossman. Who is this? This is Flaming Dragon! Oh, okay, Flaming Dragon. Fuckface. First, take a big step back and literally fuck your own face! Now, I don't know what kind of pan-Pacific bullshit power play you're trying to pull here, but Asia Jack is my territory. So whatever you're thinking, you better think again. Otherwise, I'm gonna have to head down there, and I will rain down an ungodly fucking firestorm upon you. You're gonna have to call the fucking United Nations and get a fucking binding resolution to keep me from fucking destroying you. I am talking scorched earth, motherfucker! I will massacre you! I will fuck you up! Did you find out who that was? Donc ça, si c'est du populisme, il était populiste avant même d'être candidat. Non, mais attendez, là, c'est Oui. pas honnête. Là. Trump ne parle pas comme ça. Non, vous l'avez jamais entendu dire fuck ou non. Je suis désolée. Non, il n'est pas allé dans la vulgarité jusque-là. Il s'est borné à des il a fait des choses à mon avis inacceptables, comme se moquer par exemple d'un handicapé, où il a effectivement donné des noms peu élégants à des dames qui peut-être l'avaient mérité quelque part. Mais en tout cas, mais là ils l'ont mérité. Là, ce sont hein, des grossièretés. Les trafiquants l'ont mérité. Attention, là, mais là, ce sont des grossièretés. Vous n'avez jamais entendu le Donald encore parler avec des mots comme ça. Je suis désolée. Pourquoi vous l'appelez le Donald? Parce C'est que péjoratif. Non. Non. Très bonne question. En fait, ça lui reste à la peau parce que c'est sa première femme, Ivana, lorsqu'elle n'était pas encore très familiarisée avec la langue anglaise, qui l'appelait le Donald. Alors on peut penser que peut-être dans la langue tchèque, comme dans la langue allemande, il est possible de mettre un article défini devant le prénom d'une personne. Et ça n'est pas péjoratif du tout, c'est simplement bon. Et ça lui est resté. Et c'est pour ça que c'est le seul Donald aux États-Unis qu'on appelle couramment le Donald, sans qu'il y ait aucune connotation péjorative. C'est simplement familier. Benoît Forgeard. Je pensais peut-être que c'était un titre, en fait, Donald, non? Benoît Forgeard, dans votre film, dans Gaz de France, je voudrais qu'on en regarde juste un court extrait de la bande-annonce, parce que justement, on voit un président qui lui aussi pratique la même rhétorique. Enfin, lui, c'est plus doux, parce que c'est en France, Plus doux. mais au fond, c'est la même rhétorique. On regarde. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que j'ai pris une décision. J'ai décidé de déclarer la guerre aux banques. Putain. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma première question, la voici. Avez-vous une question à me poser? Prévenez la presse que le président parlera demain soir. Vous pensez que ça va suffire? Ajoutez que le président annoncera une grande nouvelle. Tous les présidents sont pareils pour vous, que ce soit Donald Trump qui veut devenir président, votre président incarné par Philippe Catherine. Au fond, aujourd'hui, tout le monde a la même rhétorique? Peut-être pas. Il se trouve que le président de mon film s'appelle Bird. C'est un surnom, hein. C'est une espèce d'homme politique fantoche fabriqué de toutes pièces à qui on a écrit une chanson. Mais entre ce Bird et ce Trump, que je ne connaissais pas encore au moment de l'écriture, il y a quand même quelque chose. Et je vous entendais tout à l'heure dire que le populisme s'accompagnait toujours d'un verbe agressif, et tant mieux, parce que ça permet de mieux le repérer, mais ça serait beaucoup plus compliqué si ce populisme s'accompagnait d'un verbe plus onctueux, plus doux, voire poétique. Ce qui est un peu la tentative faite par le personnage de mon film Bird, et ce qui le rend assez dangereux. Alors, l'Amérique, c'est quand même la plus vieille démocratie représentative que nous connaissons depuis 1776. Alors, Jacques Rancière, qu'est-ce que ça, pour vous, c'est la démocratie représentative qui fabrique des Donald Trump ou tout autre qui peut lui ressembler d'une manière ou d'une autre? Je crois que la difficulté, c'est que, on a pris l'habitude d'identifier démocratie à système représentatif. Or,
Dans le principe, c'est complètement différent. Comme on le sait, dans la démocratie, le principe démocratique, c'est qu'on justement, on présente le moins possible, qu'on délègue le moins possible, qu'on présente le moins possible, que finalement la distance est toujours minimum, et qu'effectivement, bon, on évite justement de donner un pouvoir extrême à une personne, on évite de donner le pouvoir à des politiciens professionnels qui se reproduisent à vie. Donc je veux dire qu'il faut bien voir que le système représentatif est un système en fait, qui a une origine tout à fait différente du système démocratique. La démocratie au sens, on sait bien que même au sens vraiment strict, la démocratie, il n'y a pas de représentation. Et notamment, bon, on sait que dans l'Antiquité, c'était le tirage au sort qui était considéré comme la manière démocratique de choisir ceux qui allaient s'occuper des affaires publiques. Donc le système représentatif, c'est quelque chose de très très différent. Ça veut dire finalement, en gros, ça veut dire qu'il y a des notables, il y a finalement qui sont en quelque sorte des gens qui sont représentatifs dans la société, qui se proposent en quelque sorte pour diriger la société, et effectivement qui demandent bon, une forme d'adhésion, quoi, avec des formes tout à fait différentes, mais bon, ce qui crée un certain type de rapport effectivement entre des individus et puis bon, un peuple qui en gros à ce moment-là n'est plus guère qu'un peuple d'électeurs, qui sont tout à fait spécifiques, qui n'ont rien de démocratique en soi-même, mais qui sont vraiment liés à la représentation, au système représentatif en tant que tel, quoi, et notamment évidemment à cet extrême du système qui est ce système présidentiel avec un président élu au suffrage universel, quoi. On dit toujours c'est la démocratie incarnée, mais non, pas du tout. Il faut se souvenir qu'en France ça a été une invention royaliste. En 1848, c'est les royalistes qui ont inventé la présidence de la République élu au suffrage universel, pour passer en quelque sorte par-dessus, disons, l'Assemblée, les clubs, l'agitation populaire, et ils avaient l'idée, c'est malheureux, que, disons, il allait rappeler le roi, quoi. En fait, non, il n'a pas rappelé le roi, il s'est appelé lui-même, puisque c'était Napoléon Bonaparte, quoi. Et bon, je veux dire, on sait que pendant très longtemps, effectivement, bon, on n'a plus parlé en France, c'est revenu avec De Gaulle, avec effectivement cette idée quand même qu'il y a un rapport entre un homme providentiel et puis le peuple, quoi. Et je crois que malgré tout, ce qu'on appelle crise de la démocratie, a très très peu à voir avec la démocratie. C'est vraiment une crise du système représentatif, bon, en tant que tel. Et d'une certaine façon, une crise qui, atteste précisément du fait qu'il y a très très peu de démocratie dans ce système. Et qu'effectivement, cette démocratie est comme en quelque sorte substituée par ce qu'on appelle le populisme, qui est une chose quand même très très compliquée, pas claire, parce qu'on fait toujours comme s'il y avait une espèce de grand corps collectif qui s'appellerait le peuple, comme ça, qui réclamerait des choses, qui s'exprimerait à travers des représentants. Mais c'est pas comme ça. Il y a une offre en quelque sorte, et bon, on se situe par rapport à une offre, mais je crois que fondamentalement, il faut inverser un peu les choses. On dit toujours, bon, on fait toujours comme si c'était le peuple qui crée en quelque sorte la représentation. Non, c'est la représentation qui crée le peuple. C'est un système institutionnel, c'est un système de pratique, c'est tout un ensemble finalement de formes d'interpellation qui crée un peuple. Donc quelquefois, il faut penser un peu le rapport à l'envers, c'est-à-dire de dire pas, bon, Donald Trump, c'est pas le type qui sort du peuple. Ça veut dire que tout à l'heure on parlait du rêve américain. Le rêve américain, en principe, c'est quand même le self-made man. Comme self-made man, il se pose quand même un petit peu là, quoi. C'est un héritier, hein. C'est un héritier, et en plus, bon, quand on voit effectivement que bon, c'est un milliardaire qui incarne d'une certaine façon, évidemment, l'homme de la rue, bon, on voit bien qu'il y a quand même un petit problème, quoi. C'est un petit problème, c'est-à-dire que c'est pas la rue en quelque sorte qui fait venir Donald Trump. Bon, c'est des gens comme Donald Trump, c'est tout un système qui crée un peuple à leur image. Je suis pas d'accord. Alors juste pour continuer cette conversation, puisque vous parlez d'offres, comment se fait-il que l'offre soit si basse, on va dire, en qualité, ne serait-ce que dans le Parti républicain, depuis un certain nombre d'élections maintenant, parce qu'il n'y a pas que Donald Trump, évidemment, il y a d'autres candidats. Et à quoi ressemble-t-il? Que proposent-ils les autres candidats du Parti républicain? Voilà 3 exemples. Le premier que vous allez voir, c'est celui qui suit Donald Trump dans les sondages. Il est à 18-20%. Au Texas,